Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Un fonds d'indemnisation des victimes du lait contaminé. Le Premier ministre taïwanais soutient NTD Asie-Pacifique. 300 moines détenus dans la province du Sichuan en Chine. Et nous ouvrons ce journal par plusieurs nouvelles de Chine. En 2008, le scandale du lait contaminé avait causé de graves maladies rénales chez des centaines de milliers d'enfants en bas âge. Les autorités chinoises avaient alors ordonné aux entreprises laitières d'indemniser les victimes. Mais aujourd'hui encore, la plupart des familles ont des difficultés à payer elles-mêmes les soins médicaux. Aujourd'hui, il est question d'un mystérieux fonds de compensation de plusieurs milliers de dollars, jusqu'ici tenu secret avant que plusieurs médias n'en révèlent l'existence. Ce reportage nous en apprend plus. En Chine, le magazine oriental Outlook, basé à Shanghai, rapportait la semaine dernière qu'un fonds destiné à indemniser les bébés ayant été victimes du lait contaminé à la mélanine il y a 3 ans avait été gardé secret. Aujourd'hui, les parents qui luttent pour payer les soins médicaux de leurs enfants veulent des réponses. Comment ce fonds a-t-il été géré? Quelle famille a-t-il aidé? Cela n'a jamais été diffusé. Nous voulons poser des questions. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que l'argent a été détourné. Le scandale du lait contaminé en 2008 a tué au moins 6 bébés et 300 000 autres ont été atteints de maladies rénales. La même année, l'association laitière chinoise a rassemblé près de 122 millions d'euros collectés auprès de 22 entreprises laitières en fonds d'indemnisation. 80% des fonds étaient destinés aux soins des bébés contaminés. Les 20% restants devaient être gérés par une compagnie d'assurance pour les dépenses médicales futures. Un parent nous a confié qu'aucune des familles de victimes n'avait entendu parler de cette caisse d'assurance. Pour autant que je sache, une telle assurance n'existe pas. Personne ne nous en a jamais parlé. Nous avons rencontré de nombreux parents de bébés souffrant de calculs rénaux et nous parlons entre nous. Aucun d'entre nous n'en a jamais entendu parler. Maintenant que ce fonds mystérieux a été dévoilé, Zhao Linhai veut que l'argent soit mis à la disposition des victimes. Ils doivent autoriser les familles à demander une indemnisation parce qu'ils avaient promis que les enfants seraient soignés gratuitement. Cette promesse doit être tenue. Les gestionnaires du fonds ont déclaré à Oriental Outlook que les détails de cette opération étaient un secret d'État. Un responsable aurait même déclaré au magazine que les médias ne devraient pas parler de ce fonds. Mercredi dernier, Baidu, le moteur de recherche chinois, a été appelé à comparaître dans une action en justice à New York. Selon 8 personnes résidant actuellement à New York, l'entreprise se serait entendue avec les autorités chinoises qui sont également impliquées dans le procès pour censurer toute prise de parole pro-démocratique sur Internet. Ces plaignants affirment que Baidu, qui fournit également ses services aux États-Unis, a enfreint le droit constitutionnel du pays. Plus d'explications dans ce reportage. 8 personnes résidant à New York ont intenté un procès à Baidu, le plus populaire des moteurs de recherche chinois, ainsi qu'au gouvernement chinois, pour avoir enfreint le droit constitutionnel des États-Unis. Ces personnes affirment que Baidu collabore avec le gouvernement chinois pour entraver leur prise de position en faveur de la démocratie depuis les États-Unis. Vous pouvez trouver ces articles sur Internet. Vous pouvez trouver toutes sortes de reportages multimédia que mes clients ont archivés de ces événements pro-démocratie. Baidu.com réprime et censure ce genre d'action. L'entreprise s'avère être un agent ou un bras du gouvernement chinois. C'est une conspiration. C'est une conspiration pour réprimer le premier amendement spécifiant le droit à la liberté d'expression. Le régime chinois est connu pour censurer de nombreuses données sur Internet. Une grande partie de cette censure vise les contenus critiquant le régime au pouvoir. Dans ce dossier, les plaignants accusent Baidu de mettre en application les politiques antidémocratiques du régime en censurant activement son contenu aux États-Unis. Baidu est une entreprise enregistrée aux États-Unis et devrait suivre la législation américaine. Mais le gouvernement chinois et Baidu ont enfreint mon droit à m'exprimer librement. Bien que Baidu se trouve de l'autre côté de l'océan, cela ne les autorise pas à faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent enfreindre les droits et les libertés des citoyens de notre pays. Les plaignants réclament plus de 11 millions d'euros, soit près de 1,5 million d'euros par personne.
Leur avocat affirme que le gouvernement chinois doit répondre à la plainte, faute de quoi un jugement par défaut sera prononcé à son encontre. L'avocat James Zimmerman, installé à Pékin, a expliqué au Wall Street Journal que selon lui, l'affaire sera rejetée, parce que Baidu peut déclarer qu'en tant qu'entreprise chinoise, elle est soumise à la législation de la Chine. À Taïwan, le gouvernement a exprimé son soutien à notre chaîne partenaire NTD Asie-Pacifique dans le conflit qui l'oppose à l'entreprise de télécommunications Chunghwa. Lors d'une réunion mardi dernier, le Premier ministre taïwanais a exigé que Chunghwa reconduise son contrat avec NTD AP, même si cela nécessite la mise en place d'un nouveau satellite. Le Premier ministre taïwanais Wu Deny a incité Chunghwa, la plus grande entreprise de télécommunications de l'île, à prolonger son contrat avec NTD Asie-Pacifique, a déclaré mardi dernier la porte-parole de NTD, Teresa Chu. Il y a 3 semaines, Chunghwa Telecom avait refusé de reconduire ses services pour NTD AP. Le contrat actuel arrivera à expiration en août prochain. Depuis la publication de cette décision, des législateurs de l'île et du reste du monde ont exprimé leur soutien envers la station de télévision. De nombreuses personnalités souhaitent que Chunghwa, dont une grande partie est détenue par l'État, respecte les principes de démocratie et de liberté des médias propres à Taïwan. NTD AP est connu dans cette région d'Asie pour diffuser des informations non censurées sur la Chine. Selon Chu, le Premier ministre Wu a déclaré lors d'une réunion interdépartementale mardi dernier que Chunghwa devait protéger les principes démocratiques de Taïwan. Le président de Chunghwa, des représentants de l'organisme de contrôle des télécommunications de Taïwan et la porte-parole de NTD AP assistaient à cette réunion. Le Premier ministre Wu a pris 3 décisions claires. Il a désigné NTD comme le fer de lance de la liberté de parole, déclaré que les opérations de Chunghwa devraient viser au-delà des décisions commerciales et protéger la position du gouvernement sur la démocratie et la primauté du droit. Le Premier ministre a été très ferme sur ce problème. Chunghwa Telecom a répliqué qu'un changement de satellite signifiait qu'il ne disposerait pas de suffisamment de débit pour soutenir le signal de NTD AP. Mardi dernier, le Premier ministre Wu a incité l'entreprise à trouver des solutions pour continuer d'assurer ce service. Il a exigé qu'une priorité soit donnée à NTD AP sur le nouveau satellite. S'il n'y avait réellement pas assez de débit, Chunghwa devrait louer un autre satellite proposant la même couverture et ainsi prolonger les services pour NTD AP. Cette nouvelle directive semble être l'avancée attendue par notre chaîne partenaire. Chu a exigé du gouvernement qu'il soutienne cette décision jusqu'à ce que le contrat soit renouvelé. Lundi dernier, alors que le Parti communiste chinois célébrait le 60e anniversaire de la prétendue libération pacifique du Tibet, des moines tibétains ont déclaré que le PCC détient toujours, depuis plus d'1 mois, près de 300 moines d'un monastère de la province du Sichuan. Il semblerait que ce soit une autre manœuvre de répression des manifestations qui ont éclaté avant les célébrations de l'anniversaire de la prise du Tibet par le PCC. Lundi 23 mai dernier, les Tibétains en exil déclaraient que selon leurs informations, les forces de sécurité du PCC détiennent près de 300 moines du monastère de Kirti dans la préfecture d'Aba, province du Sichuan. Ils affirment que cette série d'arrestations faisait partie des mesures de répression du Parti communiste chinois après qu'un moine bouddhiste tibétain se soit immolé par le feu en signe de protestation. 2 moines en exil et un écrivain tibétain déclarent que, selon leurs informations, les moines ont été arrêtés le 21 avril et emmenés dans des camions militaires. Des sympathisants s'étaient rassemblés autour du monastère, mais les policiers les ont frappés et chassés avec des chiens. Kirti Rinpoche, le directeur spirituel du monastère de Kirti, vit en exil à Dharamsala en Inde. Il a affirmé que selon ses informations, les conditions au monastère sont devenues étouffantes en raison des pressions intenses exercées par le PCC. À l'heure où le régime chinois célèbre le 60e anniversaire de ce qu'il nomme la libération pacifique du Tibet, un fort sentiment anti-PCC règne dans la région tibétaine. Le régime a eu recours à la répression violente et aux campagnes de rééducation forcée dans le but d'éliminer tout soutien au Dalai Lama et au gouvernement tibétain exilé en Inde. Et nous refermons ce dossier Chine avec cet heureux événement. Une tigresse de Mandchourie a donné naissance à 5 bébés dans un zoo du nord-est de la Chine. Le tigre de Mandchourie est l'une des espèces les plus menacées au monde et leur population a décru en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage. Allons donc voir ces nouveau-nés. Une tigresse de Mandchourie, âgée de 11 ans, a donné naissance à des quintuplés dans un zoo de la province du Heilongjiang, en Chine. Ils sont en très bonne santé et leur croissance se déroule bien.
Dans le même zoo, une autre femelle tigre de Mandchourie détient le record de la plus grande portée, avec 6 petits, nés en 2009. La mère ne prend soin que de 4 petits. Le 5e a donc été confié à une autre femelle. La mère, qui vient de donner naissance à 5 petits, n'a pas assez de lait pour les nourrir tous. Nous avons donc dû trouver une mère de substitution pour s'occuper du petit dernier. C'est aussi préférable pour la santé des bébés tigres. Le tigre de Mandchourie, aussi appelé tigre du nord-est de la Chine, fait partie des 10 espèces les plus menacées au monde, alors que cet animal couvrait autrefois de larges étendues sur la côte orientale de Chine. Mais leur population a décru en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage, certaines parties du tigre étant recherchées en médecine traditionnelle. Et tout de suite dans notre sélection internationale. Une famille chinoise retrouve goût de la liberté aux États-Unis. Rencontre avec José Bové au Festival de Cannes. Les meilleurs chefs belges se réunissent au Salon Culinaria de Bruxelles. Le 13 mai dernier, la journée mondiale du Falun Dafa a été célébrée dans le monde entier. Et à New York, nos correspondants ont rencontré une famille qui a réussi à fuir la persécution en Chine. Pour eux, cette célébration revêt donc une signification toute particulière. Voyons ce reportage. Une célébration en plein cœur de New York. Une famille profite de la journée. Cette journée revêt une signification particulière pour Chang Lianying et sa famille. Je suis vraiment excitée. Depuis des années, j'ai envie de célébrer cette journée en toute liberté. Il y a à peine 6 mois, cette famille vivait à Pékin. Là-bas, ils ont été persécutés pour avoir pratiqué Falun Gong ou Falun Dafa, cette même pratique qui est célébrée ici, à Union Square, à l'occasion de la journée mondiale du Falun Dafa. Liang Ying et son mari, Liu Jinping, ont commencé à pratiquer Falun Gong en 1997. Lorsque les autorités chinoises ont commencé à réprimer systématiquement Falun Gong en 1999, le couple a persévéré dans la pratique, ce qui leur a valu d'être automatiquement catalogués ennemis de l'État. Pendant des années, ils ont été incarcérés dans différents camps de travaux forcés où ils ont été torturés. Ils m'ont attaché à une chaise pendant 50 jours consécutifs. J'étais incapable de bouger mes bras. Mon cou était attaché à la chaise. Ils m'ont forcé à m'asseoir sous le soleil brûlant. Il y avait des plaies ouvertes sur tout mon corps. À un certain moment, Liang Ying a été battu si férocement que son cerveau s'est mis à saigner. Bien que j'ai été persécutée au seuil de la mort, je pensais, peu importe à quel point ils me torturent, je ne peux pas renoncer. Ils ont à nouveau été arrêtés en 2008, peu avant les Jeux Olympiques de Pékin. Ils ont été enlevés devant leur fille, Qingqing, qui n'avait que 4 ans à l'époque. Quelqu'un m'a saisi par derrière et m'a mis une cagoule sur la tête. Ils m'ont traîné à l'étage. Ma fille pleurait et criait pour moi. Ils ont été très cruels. Jinping a été envoyé dans un camp de travail à Pékin. Liang Ying a été envoyé dans le tristement célèbre camp de travaux forcés pour femmes de Massanjia, dans la province du Liaoning. Ils ont été libérés l'an dernier. Qingqing, aujourd'hui âgée de 7 ans, n'a vécu que 2 ans à peine avec sa mère. Pendant les vacances, elle se cachait dans la salle de bain au milieu de la nuit et pleurait. Elle disait à sa tante que papa et maman lui manquent. Elle se demandait si nous avions de quoi manger. Liang Ying et Jinping voulaient que leur fille ait un meilleur avenir. En janvier, la famille a quitté Pékin et s'est envolée pour les États-Unis. Ils ne peuvent pas arrêter maman, ils ne peuvent pas arrêter papa. Nous sommes tous libres. Maintenant, ils ont une nouvelle vie. Ils sont réunis à nouveau et libres de pratiquer leur foi. Il y a tellement de gens qui sont encore persécutés, toujours en prison. Leurs vies sont en danger à chaque instant. Par conséquent, je veux vraiment faire appel à l'aide de toutes les personnes de conscience, partout dans le monde, pour faire cesser cette perversité. Et ils accomplissent fidèlement cette tâche en s'adressant aux journalistes et aux groupes de défense des droits de l'homme. Ils se rendent à Washington pour parler aux représentants du gouvernement. Ils racontent leur histoire parce qu'ils n'ont pas oublié les gens qu'ils ont laissés là-bas, en Chine. Certains de mes très bons amis sont toujours incarcérés dans des camps de travail.
Wang Li, qui était avec moi en 1999, a été condamné à 14 ans. C'est pourquoi, depuis mon arrivée ici, j'ai voulu parler aux gens de cette persécution qui doit être arrêtée. Ça ne peut pas continuer ainsi. S'échapper de Chine n'a pas été facile pour cette famille. Récemment, la police chinoise a harcelé leurs proches, bien qu'ils ne pratiquent pas Falun Gong. Pour l'instant, les 3 membres de la famille recommencent leur vie ici. Ils sont demandeurs d'asile aux États-Unis afin de pouvoir profiter d'autres journées comme celle-ci. En Amérique, je me sens vraiment libre. Dans le passé, je ne savais pas ce qu'était la liberté. J'avais entendu ce mot, mais je ne connaissais pas la véritable liberté. Une réelle liberté, durement gagnée et chérie, ensemble. NTD News, New York. Andrei Sakharov, physicien russe ayant milité pour les droits de l'homme et les libertés civiles, est né le 21 mai 1921. Chaque année, à cette date, les défenseurs des droits de l'homme célèbrent l'héritage que Sakharov a laissé à la Russie et au monde. Cette année, une conférence a été organisée à Moscou pour se souvenir des œuvres de cet homme ayant reçu le prix Nobel de la paix et pour discuter de la situation des droits de l'homme dans la Russie actuelle. Regardons ce reportage de nos correspondants sur place. Le 21 mai dernier, des défenseurs des droits de l'homme se sont rassemblés à Moscou pour commémorer l'anniversaire de la naissance d'Andrei Sakharov, le scientifique et défenseur des droits de l'homme connu dans le monde entier. Cette réunion a été également l'occasion de parler des droits de l'homme en Russie aujourd'hui, 21 ans après la mort de Sakharov. La plupart des problèmes qu'il avait soulevés il y a 30 ans en Union soviétique sévissent toujours dans la Russie actuelle. Cela inquiète les organisations des droits de l'homme comme Amnesty International. La Russie est un pays qui inquiète beaucoup Amnesty International. Mais au-delà de ça, la Russie est certainement, au sein de la sphère européenne, le pays qui a beaucoup plus de problèmes qu'un pays aussi grand et puissant devrait avoir. Selon la Maison de la Liberté, la Russie est classée depuis 2004 comme un pays non libre. Et selon Reporters sans frontières, en 2010, elle était classée 140e sur 173 pays en termes de liberté de la presse. Les problèmes clés dans le domaine des droits de l'homme ont été discutés entre les activistes russes et les représentants du gouvernement. D'un point de vue légal, le problème principal est notre constitution, ainsi que le gouvernement illégitime. C'est la situation générale dans notre pays. Nous ne sommes pas un pays régi par la primauté du droit. Il n'y a pas de primauté du droit ici. La modernisation est avant tout la modernisation de la relation entre le gouvernement et les citoyens. Dans ce domaine, il y a un énorme fossé, un fossé infranchissable actuellement. Le directeur du Conseil des droits de l'homme auprès du président russe affirme que l'origine des problèmes actuels se trouve dans le passé totalitaire du pays. Nous ne pouvons simplement pas surmonter ces problèmes que l'ancien système totalitaire a créés pour nous. Il est important de dépasser cela, d'entrer dans une phase de développement moderne. Nous serons alors victorieux à la fois dans la modernisation et la démocratie. Sakharov est connu internationalement pour sa défense active des droits de l'homme. Dans les années 1960, il a activement défendu l'arrêt des essais nucléaires et a contribué au traité de non-prolifération des armes nucléaires. À partir des années 70, il est l'un des dirigeants du Comité pour la défense des droits de l'homme en URSS. En 1975, Sakharov est récompensé par le prix Nobel de la paix. Entre décembre 1979 et janvier 1980, il fait plusieurs déclarations contre le régime et contre l'invasion soviétique en Afghanistan. À la suite de quoi, il est exilé à Nizhny Novgorod, à l'époque nommé Gorky, et maintenu en résidence surveillée. Il a été libéré en 1986. Selon un récent sondage d'opinion du centre Levada, 58% des Russes approuvent Andrei Sakharov et ce qu'il a laissé en héritage au peuple russe. NTD News, Moscou. Le lupus est une maladie auto-immune chronique qui se déclare en majorité chez les femmes. Aucun traitement efficace n'a jamais été proposé pour lutter contre cette maladie. Mais au mois de mars dernier, après 10 années de recherche et d'essais, les États-Unis sont devenus le premier pays à proposer un médicament, le Benlysta, pouvant soulager les personnes souffrant du lupus. Nos correspondants ont rencontré plusieurs experts qui nous en disent plus sur cette maladie et son traitement.
Le lupus est une maladie chronique auto-immune. Le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et détruit les tissus du corps en bonne santé. Début mars 2011, les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à proposer le médicament Benlysta à des patients atteints de lupus. Bien que ce ne soit pas un remède apportant la guérison, ce médicament redonne espoir aux patients souffrant du lupus. Le Benlysta est important car il est le premier médicament à être approuvé pour les cas de lupus depuis plus de 50 ans. Jamila est atteinte de lupus depuis 1989. À l'époque, le médecin s'était trompé à 3 reprises dans son diagnostic avant de découvrir qu'elle souffrait de lupus. Les symptômes présentés par cette jeune femme, des douleurs articulaires dans tout le corps. Le lupus est une maladie qui n'attire pas l'attention des médias. Pendant de nombreuses années, ce n'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Il n'y avait pas de téléthon pour cette maladie, ni personne qui mette la maladie en avant afin que les gens puissent en être informés. C'est le genre de maladie dont on entend parler seulement si une personne de la famille en souffre. Le lupus est connu comme maladie féminine. 90% des personnes atteintes sont des femmes. La majorité des patientes sont d'origine asiatique, africaine et hispanique. La maladie est rare chez les femmes de race blanche. Selon le Dr Cynthia Runau, chercheuse au Centre des maladies auto-immunes de l'Institut Feinstein, les gènes et l'environnement de vie sont d'importants facteurs déclenchant du lupus, mais la cause exacte reste inconnue. Deux grandes études cliniques ont mené à l'approbation du Benlysta. L'une de ces études a eu lieu en Amérique du Nord. L'autre s'est déroulée en dehors de l'Amérique du Nord, notamment en Asie du Sud-Est, en Asie et en Amérique du Sud. Aussi, les études portant sur le Benlysta ont donc inclus les populations du monde entier. Il aura fallu environ 10 ans de recherche, d'essais et d'erreurs pour produire le Benlysta. Le docteur Betty Diamond préside le Centre des maladies auto-immunes et autres syndromes musculo-squelettiques à l'Institut de recherche médicale Feinstein à Long Island, New York. Elle explique comment le Benlysta permet de réduire et neutraliser le nombre de lymphocytes B qui attaquent le corps du patient. En donnant du Benlysta aux patients, vous diminuez le nombre total de cellules B présentes dans la circulation sanguine. Cela produit des changements dans la quantité d'anticorps produits, les anticorps qui contribuent justement à la maladie, et cela influe sur les cellules B, qui survivent ou non, ce qui rétablit un équilibre en faveur des cellules B, très importante pour la protection des infections, tout en diminuant les cellules B qui provoquent des lésions tissulaires dans le corps. Environ 1,5 million de personnes dans le monde souffrent d'une forme de lupus, mais le nombre exact est difficile à définir. Cette maladie est compliquée et peut être donc sous-diagnostiquée ou mal diagnostiquée. Lorsque j'ai appris que je souffrais de lupus, il n'y avait pas trop de traitements prometteurs. Après que j'ai lu de nombreuses informations sur le sujet, la situation semblait plutôt sombre. Donc, portant cette maladie depuis de nombreuses années et après avoir suivi les différents essais, c'est vraiment encourageant qu'il y ait enfin un vrai médicament juste pour le lupus. Nous avons des résultats positifs, mais pas encore de remède. Et nous n'avons pas de programme de prévention. Mais nous avons certainement amélioré la vie des patients qui souffrent du lupus et ils peuvent certainement espérer vivre plus longtemps et ils peuvent penser avoir des enfants. C'est un bon début, mais nous avons encore beaucoup à apprendre du mécanisme du médicament et de son efficacité selon les circonstances. Et ce n'est que le début. NTD News, Manhasset, New York. La semaine dernière, le 64e Festival international de Cannes refermait ses portes. Non seulement des grands films du 7e art y ont été présentés, mais également des documentaires comme celui de Christian Rouault, Tous au Larzac. Il s'agit d'un film engagé, voire militant, relatant la lutte menée par les paysans et de nombreux activistes et leur incroyable victoire au bout de 10 ans, obtenue grâce à la non-violence, la solidarité et la pratique de la désobéissance civile. Notre correspondant a rencontré, lors du Festival de Cannes, des personnalités autour de ce film. Voyons son reportage.
C'était en 1971. La population du Larzac s'était trouvée subitement confrontée à un projet de l'État, l'extension du camp militaire. Traditionnellement, c'est vrai qu'en France, les paysans étaient plutôt une classe conservatrice, réactionnaire, qui votait tout le temps à droite. Et là, l'idée, c'est que de nouveaux paysans se lèvent, et ça va être après la création de la Confédération paysanne. En 1973, José Bové a participé à ce mouvement national. Qu'à partir du moment où on est solidaire, qu'on se rassemble et qu'on est ouvert aux autres, eh bien, l'imagination permet de soulever des montagnes et de mener des actions absolument formidables. Parce qu'une des grandes forces en fait, de ce mouvement, et ce que traduit ce film, c'est qu'au fur et à mesure que ce combat a duré pendant 10 ans, on a inventé au fur et à mesure des moyens d'élargir le soutien, on a inventé des moyens d'apporter la solidarité. Il faut se rappeler qu'au moment de ces événements, en France, il n'y a que 2 chaînes de télévision, la presse est quand même assez muselée, on est sous un gouvernement qui vraiment n'est pas du tout favorable à ce qu'on fait, il y a encore vraiment des vieilles pesanteurs, l'armée, et personne ne peut contester l'armée et sa puissance. Or, voilà, on bouscule cela, mais on le bouscule avec l'humour et en mettant au fur et à mesure du combat les citoyens de notre côté, rendant cette extension, en fait, en la mettant au cœur du débat politique aussi. Le point de départ, c'est d'abord une prise de conscience que face à l'armée, prendre des fusils, c'est un peu dérisoire. Parce que même si on a des fusils, eux, ils auront des mitrailleuses. Si on avait des mitrailleuses, ils auront des canons. Et si on a des canons, ils auront des chars ou des avions. Donc tu ne peux pas gagner par la force des armes, ça n'a pas de sens. Donc ça, je crois que c'est une première prise de conscience. Puis la deuxième, c'est de se dire qu'effectivement, la non-violence, c'est une stratégie d'action beaucoup plus efficace, qui était une formidable force de subversion et de capacité de rassembler les gens. Donc là, je crois que c'est très important. La non-violence, c'est la subversion. Parce qu'effectivement, on renverse l'arme de l'adversaire contre lui-même. Si on utilise la force contre des gens qui utilisent des moyens non violents et légitimes, eh bien, c'est celui qui a utilisé la force qui se retrouve au banc. Et ça, je crois que ça parle à aujourd'hui. Ça parle à ce qu'on peut voir partout dans le monde. Et voilà, je pense que, y compris en Chine, c'est quelque chose qui parle. On le voit bien, face à la force brutale d'un pouvoir centralisé, on voit ce qui se passe au Tibet, on se voit ce qui se passe dans les campagnes chinoises, face aux expropriations, à toutes ces luttes paysannes, ou dizaines de milliers de luttes paysannes dont personne ne parle tous les ans en Chine, c'est effectivement quelque chose de très concret. NTD-CAD France, Suzanne Durand. Une exposition unique d'animaux de l'âge de glace est actuellement présentée à Prague, capitale de la République tchèque. Des paléontologues et des sculpteurs ont travaillé ensemble pour créer des modèles de mammifères préhistoriques, dont certains d'entre eux sont mythologiques. Nos correspondants nous ont rapporté des images de cette exposition. Pratiquement tous les enfants sont fascinés par les animaux préhistoriques. Et Zdenek Triskala ne fait pas exception. Il a réalisé son rêve d'enfant et a travaillé à recréer la vie d'anciens mammifères dans une mise en espace contemporaine. Nous sommes à côté de l'un des plus grands mammifères de l'ère glaciaire. C'est un Elasmotherium, qui est aussi parfois appelé licorne. C'est la forme réelle de la licorne mythique. Ces animaux ont été trouvés sur des peintures rupestres et l'on pense qu'ils représentaient le symbole de l'abondance. Les enfants en particulier adorent l'exposition. Cette exposition présente les animaux comme s'ils étaient en vie dans leur environnement. L'exposition est basée sur des preuves paléontologiques et a été créée en coopération avec des experts de l'université Charles. La collaboration entre les artistes et les scientifiques n'est pas toujours facile, mais peut être bénéfique. Le sculpteur peut donner vie au modèle et le paléontologue s'assure que tout est conforme. La combinaison des deux, que l'on appelle paléo-art, c'est exactement ce que nous essayons de réaliser. 2 expositions sur les mammifères préhistoriques ont été créées. La première exposition est en tournée en Amérique du Sud et la seconde, la plus grande, se trouve ici à Prague. NTD News, Prague, République tchèque. Le salon Culinaria a tenu sa seconde édition à Tour et Taxi à Bruxelles.
Ce fut l'occasion pour les chefs les plus renommés et les plus étoilés de Belgique de présenter leur talent culinaire au cœur de l'Europe. Nos correspondants sur place nous partagent quelques-uns de ces délices. Au mois de mai, les gourmets des 4 coins d'Europe se sont réunis pour une aventure gastronomique lors de la 3e édition du salon Culinaria à Bruxelles. Culinaria ouvre les arts de la cuisine au grand public européen. 3 ingrédients principaux ont fait de cet événement un succès. Le restaurant le plus étoilé du monde, un marché gourmet et une dizaine d'ateliers à thème ouverts à tous. Au menu, 16 recettes préparées par 16 des chefs belges les plus réputés du moment. No, it's big events. It's the biggest events for the gastronomy in Belgium, and it's an honor to join all the chefs because the Belgium is small, but you have a lot of good restaurants, and we are only 16 here, and it's very an honor to be there. Lionel Rigolet, un chef étoilé, participait au salon. Il est le chef cuistot du célèbre restaurant bruxellois Comme chez soi, dont l'histoire remonte à 1926. Alors le restaurant, je suis la 4e génération du restaurant. Le restaurant existe depuis 1926. Donc mon beau-père, M. Pierre Venans, a eu pendant 26 ans 3 étoiles au Michelin. Et donc maintenant, nous, depuis 2007, on a 2 étoiles, puisque c'est normal que quand on reprend un restaurant, il nous enlève une étoile. Donc c'est chose logique dans le Michelin. Et on a 19 au Goemio, 19 sur 20 au Goemio. Et j'ai été élu chef de l'année en 2007 pour Goemio. Cette année, Lionel a décidé de préparer un dessert servi avec un café Nespresso. Son chef-d'œuvre, croquant de Sao Tomé, arriba en cappuccino, yaourt au gingembre confit. Alors pour le dessert, on a travaillé surtout avec du chocolat belge, important puisque Callebaut est quand même un chocolat qui est connu mondialement. Et donc voilà, on l'a travaillé en ganache et dans les plaquettes au chocolat, et aussi le cacao donc de Callebaut qu'on a travaillé dans les meringues. Les visiteurs ont pu découvrir le talent des chefs lors de différents ateliers, comme l'atelier cuisine d'AEG, l'atelier champagne de Pommery millésime contemporain, l'atelier chocolat de Callebaut, l'atelier vin d'Éric Boschmann et l'atelier apéritif de Campari. NTD News, Bruxelles, Belgique. C'est ainsi que nous allons conclure cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine.